Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai étudié, vous vous en souvenez peut-être, la tentative infructueuse ou partiellement infructueuse des autorités monarchiques et scientifiques pour réguler le marché des remèdes secrets, tentative qui s'est accompagnée d'une critique accrue des charlatans au sein du discours médical. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une historiographie centrée sur les Lumières ou sur la modernisation de la science, eh bien, cette critique n'était pas nouvelle au XVIIIe siècle. Et rappelez-vous, nous en avons vu de nombreux exemples depuis la fin du XVe siècle, soit sur un mode sérieux, les médecins critiquant les charlatans, soit sur un mode satirique. Toutefois, au XVIIIe siècle, cette dénonciation s'inscrit dans un nouveau contexte idéologique et institutionnel, marqué d'une part par le discours réformateur des Lumières, d'autre part par la mise en place d'autorités de contrôle et de régulation. Le discours réformateur repose sur l'idée d'un progrès du savoir médical. Il ne s'agit plus de dénoncer des innovations dangereuses au nom de la fidélité à des traditions antiques de la médecine universitaire, mais plutôt de déraciner les préjugés populaires, traditionnels, pour faire place aux principes nouveaux d'une médecine éclairée. Ça, c'est le discours réformateur. Et donc un discours tourné vers le progrès et l'innovation. Par ailleurs, et c'est le deuxième élément du contexte, les pouvoirs politiques développent alors une politique sanitaire, un contrôle renforcé sur la santé des populations. Jusque-là, et depuis le Moyen-Âge, vous le savez, les politiques sanitaires étaient essentiellement consacrées à la lutte contre les épidémies. Pour le reste, la santé était essentiellement une question privée. Il existait bien sûr notamment des politiques d'assistance aux pauvres, mais la maladie n'était finalement qu'un élément parmi bien d'autres causes de précarité. Or, au XVIIIe siècle, une politique de la santé commence à se développer. Elle repose sur des politiques d'hygiène urbaine, mais aussi, et c'est véritablement la nouveauté, sur la prise en considération de la santé des populations comme phénomène collectif. On peut y voir l'origine d'une politique de santé publique, et l'expression commence à apparaître, même si, bien sûr, ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'elle s'imposera. L'idée, en tout cas, même si la notion deviendra vraiment le cœur d'une politique institutionnelle qu'à l'époque contemporaine, l'idée est là, c'est que la santé de la population devient un enjeu public, un enjeu politique. Il revient aux autorités d'assurer que les habitants ne soient pas malades ou, s'ils le sont, puissent être soignés. Je vous ai dit la dernière fois que cette évolution a parfois été décrite comme un processus de modernisation à travers l'alliance de l'État monarchique, de l'État moderne et de la science des Lumières, comme une sorte de préfiguration du welfare state, si vous voulez. Mais il existe une autre interprétation qui a été développée au même moment, au milieu des années 1970, par Michel Foucault, en particulier dans un volume collectif intitulé « Les machines à guérir, aux origines de l'hôpital moderne », publié en 1976. Pour Foucault, le XVIIIe siècle marque la naissance de ce qu'il appelle la politique de la santé, c'est-à-dire le moment où la santé devient un phénomène social, tandis que la souveraineté ne vise plus tant à se faire obéir par des sujets qu'à réguler des populations. Et vous reconnaissez là, dans cette formulation, la définition que Foucault donne de la biopolitique, mais il se trouve que par la suite, lorsqu'il a développé cette notion de biopolitique, notamment à partir de son cours de 1978, Sécurité, territoire, population, et puis l'année suivante, le cours Naissance de la biopolitique, eh bien, Foucault s'est surtout concentré à ce moment-là sur l'économie politique comme discipline,
comme savoir, et sur la gouvernementalité libérale. Deux sujets qui, vous le savez, à la fin des années 70, le fascinaient complètement. Mais il reste que le point de départ de sa réflexion sur la biopolitique se trouve dans son travail sur la naissance de la clinique et surtout dans ce texte de 1976 dans lequel Foucault cherchait à définir ce qu'il appelait, à l'époque, on est au moment où il commence à élaborer cette notion de biopolitique, et à l'époque il parle dans ce texte-là de nosopolitique, c'est-à-dire au fond une politique de la maladie, c'est-à-dire la volonté de faire de la maladie un problème social, un problème qui relève, dit-il, d'une police générale de la santé. C'est un problème politique, mais qui implique évidemment nécessairement l'intervention d'un corps spécifique d'experts, les médecins, dont le but n'est pas seulement de guérir, mais de traiter socialement les maladies. Et évidemment, c'est le propre de l'hôpital, qui n'est pas seulement un lieu de disciplinarisation des corps individuels, ça c'était le Foucault de surveiller et punir, mais aussi l'institution où s'invente le passage de la médecine individualisée à la santé comme problème collectif et donc politique. Cette nosopolitique, ou appelons-la plus simplement peut-être la politisation de la santé, eh bien elle a des conséquences. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça, d'abord, c'est pas inintéressant, mais peut-être, mais aussi parce que ça a des conséquences sur ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire la critique du charlatanisme, qui du coup n'est plus seulement la défense d'une corporation ou d'une profession ou d'un ensemble de corporations, ni même la défense d'un savoir universitaire jugé supérieur aux théories populaires. Cette lutte contre les charlatans prend une tournure politique, ou du moins policière, si on entend police au sens que le terme avait au XVIIIe siècle, comme un art de la régulation de la société. Cette lutte contre le charlatanisme devenait un enjeu essentiel de la gestion de la population par l'État et les élites, et donc une question de biopolitique. C'est dans ce contexte, indéniablement, que se comprend l'étroite collaboration, coopération entre la Société royale de médecine et la lieutenance de police, dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire entre les savoirs experts des médecins réformateurs et la volonté de l'État d'améliorer et de réguler la santé de la population. Reste à savoir, et nous le saurons dans un moment, qui avait l'initiative, des médecins ou des policiers dans cette affaire. Alors, ce que l'on comprend bien dans cette perspective, c'est que cette action de contrôle des charlatans avait pour cible, ou pour objectif, le public. Et le public dans trois sens du terme. Alors, le sens le plus classique, ce n'est pas celui auquel on est le plus familier, mais celui qui était classique à l'époque moderne, notamment au XVIIe siècle, désigner, dans ce sens le plus classique, le public désigne l'ordre social et politique garanti par des institutions, au sens où on parle du bien public. C'est aussi ce que Jürgen Habermas appelait l'espace public de la représentation, par opposition à l'espace public bourgeois qui va s'affirmer à partir du XVIIIe siècle, ou encore ce que Hélène Merlin a nommé le public ontologico-politique, c'est-à-dire celui des juristes du XVIe siècle qui concevaient la société comme un tout ordonné et hiérarchisé. Et en ce sens, défendre le monopole des facultés de médecine ou celui des communautés de chirurgiens relevait bien d'une défense du bien commun. Alors, il y a un sens plus moderne, un deuxième sens, qui a émergé dans la seconde moitié du XVIIe siècle, puis est devenu dominant au XVIIIe siècle, qui désigne en fait l'ensemble des individus, des membres d'une société, comme consommateurs ou comme objet d'une politique. Le public, dans ce cas, c'est l'ensemble des personnes susceptibles d'être malades et d'avoir recours à un médecin ou à un charlatan. Et puis enfin, un troisième sens, dérivé de celui-ci, c'est le public qu'on pourrait appeler le public médiatique, celui qui est directement visé par des actes de communication, par les imprimés, par les journaux
et on va le retrouver tout à l'heure. L'idée que je défends, et que je défends aujourd'hui, c'est la suivante. Au départ, ce n'est pas l'État monarchique qui a cherché à lutter contre le charlatanisme, mais bien les médecins réformateurs des Lumières qui, dans leur lutte contre les charlatans, ont mobilisé progressivement un discours nosopolitique. Et pour l'illustrer, je vous propose de comparer 3 textes, presque contemporains, mais de nature assez différente, qui datent tous des années 1760. Le premier est un mémoire judiciaire rédigé par l'avocat général Joly de Fleury pour la communauté des chirurgiens du Mans. Le cas n'est pas isolé, on trouve nombreux cas au milieu du XVIIIe siècle de procès intentés par des médecins ou des chirurgiens à des charlatans accusés d'exercer illégalement. Alors, si j'ai choisi pourquoi le Mans, pourquoi ce cas, eh bien, d'abord, ça nous sort un peu de Paris, mais aussi parce que les chirurgiens du Mans sont confrontés, au début des années 1760, à une concurrence qui est non seulement déloyale, mais relativement inattendue, c'est celle du bourreau. Le bourreau du Mans, l'exécuteur des sentences criminelles, un dénommé Ferré, a en effet décidé de diversifier ses activités, considérant sans doute que ses connaissances empiriques en anatomie le rendaient apte à pratiquer la chirurgie. Mais vous vous souvenez, la semaine dernière, avec Diderot, on avait vu que la question de la justice, l'exécution de la justice et la question de la chirurgie n'étaient pas forcément si éloignées. Bon, il s'agit toujours de trancher quelque chose. En tout cas, Ferré commence tranquillement par appliquer des onguents, des pommades de sa fabrication. Il propose quelques gestes, notamment la réduction des fractures. Puis, il visite les malades de la ville en s'attribuant le titre de charlatan restaurateur. En 1761, à la demande de la Corporation des chirurgiens de la ville, il est condamné à payer une amende, 500 livres, et il est expulsé de la ville. Ah, quand même. Donc il part exercer son vrai métier de bourreau, il part à Rouen, où il est embauché, mais il n'est pas content et il décide de faire appel. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de cette procédure en appel devant le Parlement de Paris, que qui est rédigé donc ce mémoire pour la communauté des maîtres chirurgiens de la ville du Mans contre Ferré, exécuteur des sentences criminelles. Ce mémoire, on lira après dans un instant l'extrait, mais ce mémoire défend l'honneur et la légitimité des chirurgiens, honneur et légitimité qui reposent aussi bien sur les droits de leur corporation que sur la valeur savante de la chirurgie. Par opposition, Ferré, lui, est présenté comme un homme, je cite, sans éducation, sans connaissance, sans lumière, et par ailleurs un personnage méprisable du fait de son métier. Pour les chirurgiens du Mans, subir la concurrence déloyale d'un particulier, c'est déjà inacceptable, mais que ce soit le bourreau, alors là vraiment c'est un comble. Voilà ce que leur avocat écrit, quel spectacle, l'exécuteur de la haute justice sortant de dessus l'échafaud où il aura fait périr des criminels, paraîtra dans des maisons où il n'eût jamais dû espérer de trouver aucun accès, et métamorphosé tout à coup en chirurgien habile, expérimenté, peut-être à l'aide d'un langage qui en impose, c'est le charlatan, il entreprendra de guérir sans connaître la cause du mal, il appliquera des topiques sans savoir l'effet qu'ils peuvent procurer, et voudra réduire des luxations sans aucun principe d'anatomie. Sans surprise, dans le reste du mémoire, on dénonce l'impéritie des charlatans, ces hommes, je cite, ces hommes effrontés qui abusent le vulgaire et loin d'opérer des guérisons miraculeuses comme ils l'annoncent, causent des maux réels. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est moins la figure sociale du charlatan, le bagou, le fripon, qui est visé ici que tout simplement le fait juridique de pratiquer la chirurgie sans être membre de la corporation. Nos livres sont remplis d'arrêts rendus. Nous ne disons pas seulement contre des charlatans, des empiriques, mais contre de simples particuliers qui ont enfreint la loi. C'est ça qu'on lui reproche. On ne lui reproche pas d'être un charlatan, on lui reproche d'avoir enfreint la loi en pratiquant la médecine, autrement dit, enfin la chirurgie. Le ressort de l'accusation
c'est l'exercice illégal de la chirurgie par quelqu'un qui n'a ni diplôme, ni qualification pour le faire, même s'il ne le fait qu'occasionnellement pour rendre service ou pour un complément de revenu à côté de son activité principale. Et de fait, il existait, et on en avait parlé, tout un arsenal légal pour sanctionner ce type d'activité, depuis le droit des corporations jusqu'à l'édit de Marly de 1707. Exactement au même moment, d'ailleurs, le juriste et médecin Jean Verdier publiait son livre sur la jurisprudence de la médecine, dans lequel il rappelait l'importance de lutter contre le charlatanisme, tout en regrettant la clémence des autorités. Et de fait, comme pour confirmer cette mansuétude, je reviens en arrière, une mention manuscrite sur la droite là, de la première page du mémoire. Nous, dans le mémoire, l'exemplaire qui est conservé à la bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris, nous apprend que Ferré, à la suite de ce procès en appel, a été autorisé à vendre ses onguents à condition de ne pas revendiquer le titre de chirurgien. Alors, comment avait-il plaidé sa cause ? Eh bien, malheureusement, le mémoire de son avocat n'a pas été conservé, mais celui-ci, ce mémoire-là, celui de la corporation, le cite, évidemment pour le réfuter, mais ça c'est toujours intéressant, et ça nous donne ainsi une idée, au moins partielle, de ses arguments. Et donc Ferré prétend qu'il a sauvé des blessés, qui seraient sans lui restés estropiés toute leur vie, car ils n'avaient pas les moyens de se payer un chirurgien. Et il écrit ceci, autant vous dire que ça scandalise les chirurgiens du Mans, je cite, « Le bonheur des citoyens dépend de mon travail. C'est toute une province qui me réclame, c'est singulièrement la cause des malheureux que je défends. » Alors les chirurgiens sont outrés, mais ils sentent au fond la force de l'argument. Alors du coup, ils affirment qu'eux aussi se préoccupent beaucoup des pauvres, et d'ailleurs que Ferré est dangereux et incompétent. Et donc, au fond, ils jouent sur les deux arguments. Comme l'a montré Céline Potier, dans une thèse importante d'histoire du droit sur l'exercice illégal de la médecine au XVIIIe siècle, eh bien, la critique des charlatans était tiraillée entre deux registres argumentatifs. Le premier, que l'on pourrait appeler la critique légaliste, ce qui est, je l'ai dit, l'absence de titre, de diplôme ou d'appartenance à une corporation. Le second, plus souterrain, mais qui se développe au cours du siècle, et que j'appellerais la critique savante, qui porte sur la nature et la qualité des soins. Donc le faux médecin d'un côté, le mauvais médecin de l'autre. Alors il peut arriver des cas, et nous en verrons, où les deux critiques, au lieu de se superposer, divergent. Par exemple, si un médecin diplômé a recours à des méthodes douteuses, ou, à l'inverse, si un chirurgien sans diplôme soigne correctement. Mais ici, ce qui est frappant dans ce mémoire, c'est qu'on est encore dans un moment où les chirurgiens n'arrivent pas à distinguer ces deux dimensions. Ils prétendent protéger le public, c'est-à-dire les patients, mais c'est d'abord l'ordre corporatif qu'ils défendent, c'est-à-dire leur monopole sur les soins au nom d'un savoir professionnel. Voilà la conclusion du mémoire. C'est moins ici la cause particulière de la chirurgie que celle du public. La vie des citoyens est intéressée à ce que les lois contre les charlatans et les empiriques soient maintenues dans toute leur vigueur et que l'on ne déshonore pas une profession si importante, ces progrès s'arrêteraient bientôt, etc. Et on voit ici que l'intérêt du public est indissociable dans cette perception de l'intérêt de la corporation. On reste dans une conception traditionnelle du public, telle qu'on la trouve d'ailleurs dans d'autres affaires de charlatanisme à la même époque. C'est la rhétorique des corporations, c'est la rhétorique du monopole et du privilège, et pourtant, sans doute, une rhétorique qui ne produit plus des effets de conviction suffisants, et il semble que, en effet, la justice se soit montrée peu sévère et qu'elle n'ait pas été du tout insensible aux arguments de Ferré sur son utilité sociale. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, pour cela, tournons-nous vers le deuxième texte que je voulais vous présenter, donc vers les institutions chargées de faire respecter la réglementation. Dans les mêmes années, à Paris, le commissaire de police, Lemaire,
rédige un mémoire qui propose des réformes en vue d'améliorer le fonctionnement de la police parisienne. C'est un mémoire qui a été édité au XIXe siècle, qui est bien connu, qui a été commenté notamment par Steve Kaplan et Vincent Millot. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le maire aborde la question des charlatans, opérateurs et distributeurs de remèdes. C'est le titre d'un des chapitres. Il définit les charlatans très précisément en termes juridiques. On retrouve cette définition légale dont je vous parlais. Il écrit ceci: on comprend sous le titre de charlatans tous ceux qui, sans un titre pour exercer la médecine, la chirurgie et la pharmacie, se mêlent du traitement des maladies, de composer et de débiter des remèdes. Si vous voulez une définition par la police de ce que c'est qu'un charlatan, voilà, vous avez ici la définition: tous ceux qui exercent la médecine, la chirurgie ou la pharmacie sans titre. Donc la définition est bien celle d'un exercice illégal, bien davantage que la question de la dangerosité ou de la tromperie, dont il n'en est pas question ici, au moins dans la définition. Ensuite, le maire décrit le fonctionnement, le système de contrôle des charlatans à Paris à travers l'enregistrement obligatoire des empiriques auprès de l'inspecteur qui en est chargé. L'image qui est présentée de cette police des empiriques est très positive, presque idyllique, il faut bien le dire, exagérément optimiste. Car, selon le maire, l'inspecteur, c'est ce qu'il explique, connaît parfaitement tous les charlatans de Paris, il utilise des espions, il les pousse à se dénoncer entre eux. Chaque mois, l'inspecteur remet au lieutenant de police un état des nouveaux charlatans arrivés dans la capitale et chaque fin d'année, un état général des charlatans présents. Or, vous en souvenez peut-être, nous avions vu qu'en 1778, au moment où l'inspecteur Pathé récupère la charge d'inspecteur des empiriques, eh bien, il déplore que les dossiers ne soient pas tenus à jour et que la moitié des empiriques de la capitale soient inconnus de la police. Alors, soit le maire décrit une vision idéalisée de la situation, m'étonne un peu d'un commissaire de police, mais enfin, on ne sait jamais, soit celle-ci s'est détériorée au cours des années 1760-70, ce qui est tout à fait possible, même probable, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais on a un certain nombre d'indicateurs de ce point de vue-là. Mais ce qui m'intéresse ici, aujourd'hui, c'est le ton très modéré adopté par le maire. Avec le calme de l'homme d'expérience, il affirme qu'il y a toujours eu des charlatans, et il serait vain de vouloir les supprimer, que le mieux à faire, c'est de les surveiller pour éviter les inconvénients et les abus. Et surtout, son texte se termine par un long paragraphe sur les avantages des empiriques et sur la nécessité de les tolérer. En quoi sont-ils utiles ? Eh bien, le maire avance 3 raisons. Premièrement, dit-il, eh bien, ils vendent à bas prix des remèdes, des onguents, des pommades pour les blessures externes. Et il écrit, c'est un secours et un encouragement pour le peuple. Ensuite, deuxièmement, concernant cette fois les remèdes internes, ceux qu'on avale, eh bien, ils sont en général composés de drogues très simples, qui ne peuvent pas être vraiment dangereuses, et surtout, dit le maire, qui suffisent bien pour les gens du peuple. Je cite, « cette classe d'hommes dont les corps se purgent aisément par la fatigue ». Là encore, l'avantage est le bas prix des remèdes. L'argument, au fond, est que le peuple n'a pas vraiment besoin de remèdes puissants parce qu'il est actif, parce qu'il est vigoureux, du moins en ce qui concerne les maladies passagères. Et on remarque au passage que le maire minimise totalement le danger potentiel des remèdes vendus par les charlatans. Enfin, le dernier argument est d'ordre cette fois scientifique. Je l'ai mis ici. Enfin, dans la multitude de ces remèdes, il s'en trouve quelquefois qui méritent la plus grande attention par leur succès sur un nombre de différentes maladies qui résistent communément aux règles de la médecine. Le bien de l'humanité exige qu'on ne ferme aucune des voies qui peuvent conduire à ces découvertes. Au fond, le maire affirme ici que l'innovation peut venir de partout.
y compris des remèdes de charlatans. L'opposition épistémologique entre la médecine savante, universitaire et officielle d'une part, et les remèdes populaires des charlatans et des empiriques, eh bien, elle est remplacée par un continuum d'innovation possible. La science officielle n'a pas le monopole de l'innovation. Le bien de l'humanité est possiblement le bien de l'humanité, est possiblement du côté des charlatans tout autant que d'une médecine qui est bien loin de pouvoir guérir toutes les maladies. Il est vrai qu'en dans les années 1760, on peut difficilement, sur ce dernier aspect, donner tort à Lemaire. Le raisonnement qui se dégage peut se résumer ainsi. Premièrement, le charlatanisme est inévitable, il est impossible de le détruire. Deuxièmement, s'il peut être parfois dangereux, il a aussi des avantages en permettant au peuple d'avoir accès à des remèdes bon marché et en favorisant le progrès médical. Conclusion, il faut donc le tolérer, le contrôler et le réguler, ou, comme l'écrit Lemaire, vous voyez à la fin, ces considérations doivent suffire par elles-mêmes pour déterminer la tolérance des charlatans et paraître former tout le système sur lequel elle est appuyée, cette tolérance. Alors au même moment, pourtant, on ne sait pas exactement quand Lemaire écrit ce texte, il le rend sans doute, de toute façon, pendant les années 1760. En 1761, donc au même moment, les choses sont un peu en train de changer, et en 1761 paraît à Lausanne un essai du médecin suisse Samuel Tissot intitulé « Avis au peuple sur sa santé ». Alors aujourd'hui, il faut bien dire que Tissot n'est connu essentiellement que des spécialistes du XVIIIe siècle, et pourtant il a été, à l'époque, une des grandes célébrités médicales des Lumières. Il est né en 1728 dans le pays de Vaud, il a fait ses études de médecine à Montpellier, puis est revenu en Suisse, il s'est installé à Lausanne, où il a vécu presque toute sa vie. En 1760, un premier livre l'impose sur la scène intellectuelle. Le sujet est inattendu, c'est l'onanisme. Tissot est en effet un des acteurs majeurs de l'invention au XVIIIe siècle, et en fait c'est un phénomène extrêmement important, c'est l'invention de la masturbation comme problème social et véritablement comme pathologie sexuelle et médicale. Et il va en faire l'objet d'un discours moralisateur et d'une surveillance permanente, comme l'a montré Thomas Laqueur dans son grand livre « Le sexe en solitaire, contribution à l'histoire culturelle de la sexualité », publié chez Gallimard en 2005, et qui est un livre très important justement pour comprendre cette sécularisation, cette transformation d'un discours de pathologisation physique de cette question qui jusque-là, en réalité, avant les années 1710, n'intéressait personne. L'année suivante, Tissot publie donc L'avis au peuple sur sa santé, qui connaît 18 éditions jusqu'en 1792, des éditions à Lausanne, des éditions à Lyon, des éditions à Paris, bref, ce qu'on pourrait appeler un succès de librairie. Vous trouverez facilement le texte sur Gallica, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le lire dans l'édition critique de Daniel Tesser et Corinne Véry-Jolivet, que vous voyez ici. L'avis au peuple sur sa santé est un livre pédagogique destiné au public rural qui n'a pas accès facilement aux médecins et aux apothicaires des villes. Il s'agit donc de lui apprendre à reconnaître les principales maladies, à s'en préserver et surtout à se soigner. Et donc l'ouvrage, c'est pas mal, c'est plein de conseils pratiques, de recettes à base de plantes, de recommandations de bon sens, bref, de la vulgarisation médicale avant l'heure. Alors, vous pourriez croire que Tissot est le docteur Jimmy Mohamed du XVIIIe siècle, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs, là, je vois ça... Pas tous la référence. Bon, mais en réalité, il est bien plus que cela, car il bénéficie d'une reconnaissance, d'une véritable reconnaissance savante. C'est pas juste, c'est pour ça que je précise, pas juste quelqu'un qui a du succès de librairie pour la vulgarisation. Il entretient des correspondances médicales dans toute l'Europe,
et il refuse, parce qu'il veut rester à Lausanne, de nombreuses propositions très prestigieuses de chaires universitaires. Il finira quand même sur le tard par accepter une chaire à Pavie. Et d'ailleurs, il n'écrit pas seulement pour le peuple, même si c'est son livre le plus célèbre, enfin, un de ses livres les plus célèbres, il a aussi laissé un autre livre tout à fait fameux sur la santé des gens de lettres, un autre sur la santé des gens du monde. Il est un excellent représentant de la visée pédagogique et rationnelle de la médecine des Lumières. Et c'est pourquoi, sans doute, son rapport au peuple, tel qu'il s'exprime dans l'avis au peuple sur sa santé, est fondamentalement ambivalent. D'une part, le souci de la santé et du bien-être des catégories populaires est au cœur de l'ouvrage. Tissot veut vraiment améliorer la santé des villageois et des paysans. Il pense que ceux-ci sont capables de prendre soin d'eux. Et, d'autre part, le ton est très souvent condescendant. C'est le savant sûr de lui qui dénonce les erreurs populaires et s'irrite des vieilles superstitions et des préjugés. Tissot souhaite véritablement défendre et promouvoir ce que lui-même appelle une médecine des pauvres. Sa motivation est en grande partie philanthropique, mais elle répond aussi à une conviction très forte, partagée par une grande partie des élites du XVIIIe siècle, celle d'une baisse inquiétante de la population. Et oui, au milieu du XVIIIe siècle, à peu près, toutes les élites sont convaincues d'un dépeuplement inexorable qui est en train de frapper l'Europe. Cette représentation, dont nous savons aujourd'hui qu'elle était fausse, était pourtant l'objet d'un très large consensus parmi les savants et aussi les administrateurs qui s'appuyaient sur un savoir démographique balbutiant et se croyaient, à tort, les contemporains d'un dépeuplement catastrophique. Et c'est bien déjà dans cette perspective, évidemment, que Tissot s'inquiétait des ravages de l'onanisme, non seulement en termes de santé individuelle, mais aussi et surtout pour ses effets démographiques. La masturbation est un plaisir égoïste et surtout stérile. Par ailleurs, à défaut de pouvoir agir directement sur la natalité, il fallait absolument, pour lutter contre le dépeuplement, il fallait limiter la mortalité, surtout dans les campagnes, et donc pour cela apprendre au peuple à se débarrasser de ces vieilles pratiques thérapeutiques, souvent plus dangereuses qu'utiles, pour faire confiance aux nouveaux principes hygiéniques et rationnels de la médecine éclairée. L'enjeu pour maintenir le peuple en bonne santé était donc de lui apprendre à identifier les maladies, à adopter les bonnes pratiques et à faire confiance aux médecins. Et l'on retrouve ici l'intuition de Michel Foucault que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce moment, la description d'un moment où la politique de santé, ou nosopolitique, fait de la maladie un objet politique, un objet qui doit être pensé en termes de population au croisement des pouvoirs de régulation et de l'expertise savante. Et je cite, parce que je trouve que ça résonne très très bien avec ce texte, je cite la dernière séance du cours intitulé « Il faut défendre la société », donc de Michel Foucault, le 17 mars 1976, où Foucault écrit ceci: « La maladie comme phénomène de population, non plus la mort qui s'abat brutalement sur la vie, c'est l'épidémie, mais comme la mort permanente qui glisse dans la vie, la ronge perpétuellement, la diminue et l'affaiblit. » Et c'est véritablement dans cette perspective que Tissot écrit, où, pour être parfaitement exact, il se situe au moment de bascule entre la vieille tradition mercantiliste et cette nouvelle perspective biopolitique. Et donc, en 2 volumes, eh bien, il fait le tour des maladies. Si vous regardez le texte, vous verrez, c'est des chapitres par type de maladie pour apprendre à les identifier, à faire d'un autodiagnostic, mais surtout en donnant des recettes et des recommandations avisées. Alors tout cela, c'est bien beau, mais encore faut-il que les villageois ne soient pas la proie de pseudo-médecins incompétents ou mal intentionnés, sinon tous les efforts pédagogiques seront ruinés. Et un long chapitre, placé stratégiquement à la fin du livre,
est entièrement consacré à dénoncer les ravages causés par les charlatans. La diatribe, parce que c'est vraiment une diatribe, commence ainsi. « Il me reste à parler d'un fléau qui fait plus de ravages que tous les maux que j'ai décrits et qui, tant qu'il subsistera, rendra inutiles toutes les précautions qu'on prendra pour la conservation du peuple, ce sont les charlatans. » Tissot distingue les charlatans passants, qui sont des médecins et vendeurs de remèdes itinérants, qui traversent les villages pour vendre leurs poudres et leurs pastilles, qui s'enrichissent sur le dos des paysans crédules, les ruinent et les tuent, ce qui, sous l'angle économique et démographique, qui est celui de Tissot, évidemment une catastrophe. Donc les charlatans passants d'une part, et d'autre part, les médecins de village, ceux qu'il appelle les mages, qui donnent de mauvais conseils et font plus de bien que de mal. Plus de mal que de bien, évidemment. Lapsus peut-être révélateur. Alors d'ailleurs, c'est pas tout à fait anodin que je me trompe là-dessus, parce que plus de mal que de bien, c'est ma formule. Mais c'est un euphémisme. Et Tissot, lui, il déteste les euphémismes. Tissot, lui, il n'y va pas par quatre chemins. Il parle, lui, de ravages continuels et immenses d'incompétence et de friponnerie. C'est son grand mot, beaucoup friponnerie. Et donc il compare tous ces charlatans, ambulants ou fixes, hommes ou femmes, eh bien tout simplement à des bandes de voleurs et d'assassins. Et il dit d'ailleurs qu'ils sont même beaucoup plus dangereux en réalité que toutes ces bandes de voleurs et d'assassins, parce qu'il dit le voleur de grand chemin, eh bien, il vous laisse au moins la possibilité de vous défendre, alors que le charlatan, il vole et il tue celui qui lui fait confiance. Si on savait à quel point ces médecins et leurs remèdes sont dangereux, dit-il, on serait saisi d'horreur et on gémirait sur le sort de cette infortunée partie du genre humain, c'est-à-dire le peuple, dont la vie, si importante à l'État, est misérablement confiée au plus meurtrier des êtres. Mais alors, pourquoi le peuple fait-il confiance à ces fripons ? C'est le grand mystère autour duquel tourne la colère du docteur Tissot. Son aveuglement est inconcevable, écrit-il, et il multiplie les exemples et les hyperboles pour dire à quel point il est irrationnel, absurde, invraisemblable que l'on puisse faire confiance sur un point aussi important qu'est sa santé à des gens qui sont aussi dangereux et visiblement incompétents. Dès lors, et c'est évidemment là que c'est intéressant, c'est que la colère de Tissot, qui est focalisée sur les charlatans, eh bien, elle se déplace vers leurs victimes et elle éclate en mépris pour ce même peuple qu'il entend soigner et protéger. Il se scandalise, par exemple, je cite, du crédit de ce charlatan de foire que 500 ou 600 paysans entourent, grands yeux ouverts, gueule béante. Et la formule grands yeux ouverts, gueule béante, elle est en italique dans le texte, pour vraiment insister. Donc l'animalisation, évidemment, est patente, mais que faire si le peuple est littéralement fasciné par la prestance, l'assurance de ces faux médecins? Eh bien, Tissot généralise et livre sa solution. Un homme ignorant, fourbe, menteur et impudent séduira toujours le peuple grossier et crédule, incapable de juger de rien apprécier, qui sera éternellement la dupe de quiconque aura la bassesse de chercher à éblouir ses sens et qui par là même sera friponné par les charlatans tant qu'on les tolérera, mais le magistrat, son tuteur, son protecteur, son père, ne devrait-il pas le soustraire à ce danger en prohibant sévèrement l'entrée de ce pays où les hommes sont précieux et l'argent rare, à des hommes pernicieux qui détruisent les uns et emportent l'autre, sans pouvoir y faire le plus petit bien. Ce passage présente, j'ai envie de dire, chimiquement pur, ce que j'appellerais le paternalisme des Lumières. Au nom de la raison et de la science, il faut protéger le peuple contre ses ennemis et contre sa propre crédulité. Puisque le peuple n'est pas capable de se défendre, puisqu'il reste dépendant de ses sens, puisqu'on l'éblouit si facilement, puisqu'il reste
les yeux grands ouverts et la gueule béante devant les fripons, il faut que l'État lui serve de tuteur et de protecteur en exilant les charlatans, en interdisant les médecins de village, en préservant le privilège exclusif sur la santé des véritables médecins. Il en va de l'intérêt du peuple, de sa santé, de sa vie. Il faut le protéger, mais il en va aussi de l'intérêt de l'État, puisque dans la logique de Tissot, il faut préserver le nombre d'habitants et le peu d'argent présent dans les campagnes. Économie politique. Alors, pour être franc, on peut dire que ce mouvement paternaliste n'est qu'une facette du livre de Samuel Tissot, puisqu'auparavant, il s'est aussi efforcé d'éclairer le peuple, de lui apprendre à reconnaître les différentes maladies et les bons remèdes. L'existence même du livre de Tissot prouve que, comme tout bon médecin des Lumières, celui-ci croit en la pédagogie. Il pense que le peuple est capable de comprendre, qu'il est capable de se soigner si on lui apporte les bons conseils, et qu'il importe donc de l'éduquer et de l'alerter. Mais, face aux dangers que représentent les trompeurs, les fripons et les charlatans, le magistrat, ce bon père, appuyé sur le médecin, doit intervenir. Tissot achève donc avec une série de recommandations en vue d'expulser les charlatans ambulants et d'interdire tout exercice illégal de la médecine. La sévérité qu'il appelle de ses voeux est ainsi très éloignée, vous le voyez, de la tolérance presque bienveillante du commissaire Lemaire. Mais là où les choses se compliquent, c'est que Tissot, j'ai été frappé, il cite parmi les effets funestes de la charlatanerie médicale quelques exemples, et notamment, il y a un exemple sur lequel il s'arrête, qui est une poudre purgative qui s'appelait la poudre d'Aillot, A-I-L-H-A-U-D. Il évoque un dénommé Aillot, habitant d'Aix-en-Provence et indigne du nom de médecin, qui a inondé l'Europe pendant quelques années d'un purgatif âcre dont le souvenir ne s'éteindra que quand toutes ses victimes auront fini. Mais qui est ce Aillot ? Eh bien, ce n'est pas du tout un charlatan de village. C'est un de ces entrepreneurs munis de privilèges que nous avons décrits la semaine dernière à la tête d'une affaire commerciale fleurissante. À l'origine, au début du siècle, le docteur Jean Aillot, qui est un médecin de Lourmarin, Provence, Luberon, invente une poudre purgative, une recette secrète à base d'herbes de la région, puis c'est la success story commerciale et médiatique, selon l'expression de Nicole Bardiot, qui a étudié la correspondance et la comptabilité de ce véritable négoce pharmaceutique. La poudre est commercialisée dans toute l'Europe grâce à plusieurs régies, un système dense et hiérarchisé de bureaux de revente et un conditionnement très malin sous forme de prises unitaires enveloppées dans des petits sachets de papier. Les sachets de poudre sont ainsi expédiés par caisse de 10 000 aux colonies, aux Antilles, dans l'océan Indien. C'est véritablement un succès international impressionnant qui fait la fortune de la famille. Jean Aillot achète des terres et des seigneuries en Provence, fait construire un hôtel particulier à Aix et achète une charge anoblissante. Ses enfants sont intégrés à la noblesse locale, ils deviennent les Aillot de Castelet, et l'ironie veut même que le petit-fils de Jean Aillot, l'héritier de la firme, à la fin du siècle, épouse Marguerite Thérèse de Condorcet, la petite cousine du philosophe ennemi des charlatans. Alors il est probable que Tissot n'a rien su du succès et de la position acquise par la famille Aillot, même si, au moment où il écrit, on est déjà à la deuxième génération. Et il en aurait été consterné. Il n'était pas le seul, au demeurant, à porter un jugement aussi sévère. Un de ses correspondants, un médecin normand, lui écrit pour le féliciter d'être, je cite, « l'ennemi juré des charlatans et surtout d'Aillot ». Et il lui dit, et ils échangent, ils ont une correspondance où ils échangent sur des expériences que ce médecin normand fait autour de la poudre d'Aillot pour essayer d'en percer le mystère. Alors pourquoi ça m'a intéressé ? Parce qu'évidemment, on voit que le cas révèle
la complexité des pratiques sociales, commerciales et thérapeutiques derrière l'apparente simplicité de la dénonciation des charlatans. Si on lit Tissot, on a vraiment il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un exemple d'un registre de dénonciation qu'il faut qualifier et comprendre. Je pense que, l'écoutant, vous avez eu des échos de discours qu'on entend encore, ce paternalisme éclairé de dénonciation du charlatanisme existe, il persiste, donc c'est un registre discursif et de dénonciation, mais derrière, il y a une beaucoup plus grande variété et diversité des pratiques à la fois commerciales et thérapeutiques, je vais en redonner des exemples à la fin du cours, mais qu'on avait déjà aperçus la semaine dernière en étudiant tous ces privilèges royaux donnés à des vendeurs spécifiques. Si on prend le mémoire que j'ai étudié tout à l'heure, donc le mémoire des chirurgiens du Mans, le texte du commissaire Lemaire et le texte de Tissot, eh bien, on voit qu'on a 3 registres de discours à l'égard des charlatans. Premièrement, la critique traditionnelle par les médecins et les chirurgiens au nom de leurs propres privilèges et monopoles, donc d'une autorité du savoir fondée avant tout sur le droit. Deuxièmement, un discours plus modéré et tolérant, tenu par un représentant de l'institution policière, attentif aux besoins du peuple et aux services que lui rendent les charlatans, mais un discours qui, remarquons-le, n'est pas moins condescendant que celui de Tissot. Souvenez-vous, il y a un instant, le peuple n'a pas besoin de vrais médecins et de vrais remèdes, il guérira bien tout seul ou avec l'aide de charlatans sans formation. Enfin, troisièmement, la montée en puissance d'un discours beaucoup plus offensif, tenu par un médecin au nom des Lumières protectrices et paternalistes, aussi hostile aux méfaits du charlatanisme que méfiante à l'égard de la crédulité du peuple. Et c'est dans la continuité de ce troisième discours que se situe l'effort de la Société royale de médecine, mais qui doit composer, nous l'avons vu, et peut-être que nous le comprenons mieux maintenant, avec les faibles moyens mis à sa disposition par la lieutenance de police, sans doute même par le manque de zèle de l'institution policière, qui, elle, est consciente de l'impossibilité d'éradiquer le charlatanisme, voire même de la nécessité de le tolérer, tout en réprimant les abus les plus dangereux. Alors ce discours de dénonciation, celui de Tissot, rendu public repris donc par Vicq d'Azir et les fondateurs de la Société royale de médecine, a trouvé en retour des relais chez les médecins de province qui, à partir du moment de la création de la Société royale de médecine en 1778, n'ont pas hésité à écrire à la Société royale et en général à Vicq d'Azir pour dénoncer tel ou tel charlatan qui sévissaient dans leur ville ou dans leur province. Dans les archives de la Société royale de médecine, on trouve plusieurs dizaines de dossiers de dénonciation. Dans un article tout récent, Deborah Cohen, qui en a étudié une quarantaine, montre que le discours du devoir civique traverse... Oui, j'ai oublié de vous montrer ça, bon, c'est pas grave. Le discours du devoir civique traverse toutes ces dénonciations et permet à ces médecins et chirurgiens provinciaux de s'agréger symboliquement au groupe des vrais savants. Ils se présentent comme les membres d'un public idéal, responsable, capable d'évaluer ce qui est bon et dangereux, et ils se distinguent ainsi du peuple crédule qu'il faut protéger des charlatans. Les critiques sont souvent très virulentes. Elles utilisent une rhétorique un peu grandiloquente de dénonciation des abus, comme on l'a vu chez Tissot. L'un d'eux, par exemple, appelle à détruire, je cite, les effets funestes du charlatanisme qui est un des plus grands fléaux qui désolent le genre humain. Ah non, c'est pas la peste, c'est les charlatans. Certains de ces médecins, par exemple le docteur Ramel en Provence, se transforment en auxiliaires zélés de la Société royale de médecine. Ils dénoncent aussi la négligence des magistrats locaux, voire leur mauvaise volonté dans l'application des édits royaux contre le charlatanisme. Les dénonciateurs se conforment ainsi à un ethos du bon médecin éclairé des Lumières,
tel que Vic Dazir l'incarne à la fin du siècle. Et c'est d'ailleurs à lui qu'ils écrivent, ils ont la certitude d'œuvrer pour le bien commun. Pour Deborah Cohen, ces dénonciations serviraient ainsi à la bourgeoisie, et surtout à la petite bourgeoisie provinciale à talent, à exclure le peuple du public légitime en s'alliant aux élites savantes parisiennes et en adoptant leur rhétorique civique et éclairée. Ce qui devient particulièrement intéressant, c'est lorsque l'accusation porte sur les élites traditionnelles jugées corrompues, non éclairées, indifférentes au malheur du peuple. Plusieurs des lettres envoyées à la société se plaignent que les charlatans ont réussi à séduire des magistrats locaux et à s'en faire des alliés, justement grâce à leur éloquence et à leur audace. Mais alors, évidemment, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'il ne s'agit plus seulement de dénoncer la crédulité d'un peuple ignorant. Si même les magistrats et certains notables, parfois même des médecins et des apothicaires, se laissent berner ou subjuguer par les ruses des charlatans et refusent de prendre en considération les avis et les décisions de la Société royale de médecine, alors c'est tout le projet optimiste des Lumières qui chancelle. Si la pédagogie ne suffit pas, si elle part perdante face à la séduction des charlatans, la seule réponse sera-t-elle la coercition, l'autoritarisme administratif, la censure? Et on voit au fond on voit bien ici ce qui, comme bien d'autres domaines, fait l'ambivalence de l'humanisme éclairé, qui, même lorsqu'il veut le bien de la population, reste prisonnier de ce paternalisme que nous avons rencontré chez Tissot. Un paternalisme protecteur, soucieux des intérêts de la population, mais qui se pose en position de surplomb, en position d'autorité épistémique, du moins tant que le peuple n'est pas encore éclairé. Spoiler, il l'est rarement assez. Sans sous-estimer les logiques de distinction sociale, on peut prendre au sérieux le réel désir de contribuer au progrès collectif en diffusant un savoir qui doit permettre au peuple, à terme, une fois devenu un public, de se défendre par lui-même contre le danger que représentent les charlatans. Je pense que, en réalité, la sincérité de ces réformateurs médicaux, le plus souvent, n'est pas en cause. Ils croient à ce progrès. Ils ont la certitude d'être du côté de la vérité et de servir les intérêts du plus grand nombre. Mais ils sont prisonniers de cette logique paternaliste. Ils s'insurgent d'ailleurs lorsqu'ils ont le sentiment, à juste titre, que leurs interlocuteurs de la Société royale de médecine manquent d'empressement à poursuivre les charlatans qu'ils leur désignent. Ainsi, l'un d'entre eux, je choisis une parmi les dénonciations parce que je l'aime beaucoup, il dénonce à plusieurs reprises les agissements du sieur Deville, jadis peintre et maintenant charlatan de son métier, qui est accusé de vendre une eau ophtalmologique qui n'est en réalité que de l'eau de la Seine. Alors c'est un motif, hein, le charlatan, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu chez Voltaire. Les ventes sont prodigieuses, ce qui scandalise toutes les personnes éclairées, et, je cite, tout le monde est étonné de la tolérance de la faculté et surtout de la haute police. Affirme donc l'anonyme, puisque c'est une dénonciation anonyme, qui affirme avoir déjà envoyé 2 mémoires contre ce charlatan sans que ça produise le moindre effet. Alors, lassé du manque de réactivité des autorités, il finit une de ses lettres, je l'ai ici, regardez la fin, est magnifique, il dit « Voyez ce que la commission royale veut et peut faire, car pour moi, je m'en lave les mains. » Je ne sais pas si c'est avec l'eau de la Seine, mais enfin. La plupart des dénonciations de charlatans envoyées à la Société royale de médecine comportent des imprimés. Ceux-ci servent évidemment de pièces à conviction, mais ils témoignent aussi de l'inquiétude suscitée par la multiplication de ces textes. Alors, bien sûr, ce n'est pas un phénomène nouveau dans les années 1780. Nous avons vu les semaines précédentes que, dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, les charlatans envahissent le domaine de l'imprimé. Mais à la fin du XVIIIe siècle, le phénomène a pris un tour nouveau. D'abord, en raison de l'essor de l'alphabétisation. Même dans les petites villes et dans les bourgs ruraux, une part croissante de la population sait lire. Un médecin d'Albi alerte ainsi ses confrères parisiens.
Ces imprimés, en effet, distribués sur la place publique, font d'autant plus de ravages qu'aujourd'hui, tout jusqu'aux paysans se mêlent de lire. Ah, c'est sûr que ça devient un problème. Dans les grandes villes, et notamment à Paris, l'imprimé occasionnel, éphémère, ainsi que les affiches commerciales forment un nouveau système médiatique en plein essor qui a été étudié notamment récemment par Laurent Cuvelier dans sa thèse, puis dans son livre « La ville captivée ». Or, les affiches offrent aux charlatans un outil de communication précieux. Les mêmes imprimés que nous avons rencontrés peuvent être placardés sur les murs. Ils le sont si souvent que l'expression « menteur comme une affiche de charlatan », plus ou moins proverbiale, se trouve déjà dans le dictionnaire de Furetière à la fin du XVIIe siècle. La lieutenance de police cherche à réguler ces affiches en imposant le visa d'un médecin, c'est du moins ce qu'affirme Peuchet, que nous avons déjà rencontré, souvenez-vous, c'est le rédacteur du volume Jurisprudence de l'encyclopédie méthodique. Je vous renvoie à la deuxième séance. Les charlatans s'attaquent d'ailleurs entre eux par affiches interposées et demandent parfois l'intervention de la police. On voit alors des cas d'empiriques bénéficiant de privilèges obtenir la protection du gouvernement pour lutter non seulement contre les imitateurs qui vendent des contrefaçons, mais aussi contre les calomnies de rivaux qui mettent en doute les bienfaits de leurs remèdes. Ainsi, Laurent Cuvelier cite dans sa thèse un arrêt du Conseil du roi, affiché dans Paris en 1729, qui dénonce des affiches calomniatrices à l'égard de la famille Contucci. Vous savez, nos amis vendeurs d'Orviétan sur le Pont-Neuf. Et 5 apothicaires parisiens sont condamnés pour avoir obtenu une décision de police hostile aux Contucci et pour avoir affiché leur critique contre l'Orviétan. Querelle de charlatans, direz-vous, mais on retrouve ici les logiques du privilège, étudiées la semaine dernière, entre des apothicaires parisiens et un vendeur de remèdes dont la recette est tenue secrète. Le pouvoir monarchique prend ouvertement le parti du second au nom du privilège dont il bénéficie. Et donc les premiers, les apothicaires, sont condamnés à lui payer une amende et leurs affiches sont arrachées et lacérées. Paradoxe, ce sont les affiches dénonçant les effets douteux de l'Orviétan et non celles de Contucci qui sont sanctionnées. L'autre grand phénomène nouveau, c'est l'essor de la presse, et notamment de la presse provinciale d'annonces. Celle-ci célèbre les noces des Lumières et du commerce, produisant un vaste espace marchand et médiatique où les identités traditionnelles d'Ancien Régime sont confrontées aux nouvelles dynamiques de la publicité et de la consommation. Ces journaux publient beaucoup d'annonces pour les produits médicaux, comme l'a montré Colin Jones dans un article pionnier dès 1996. Tout en prétendant lutter contre le charlatanisme, il publiait, c'est pas ça, il est là, l'article de Colin, il publiait en réalité les annonces les plus improbables, par exemple des pilules raisonnables à vendre contre la folie et les crises de nerfs, publicité dans le Courrier d'Avignon, et inversement, à partir des années 1770, les médecins, ceux qui avaient des titres de médecins, docteurs de la faculté, n'hésitent plus à faire de la réclame dans ces mêmes journaux pour attirer des patients. Si bien que sur ce grand marché de la santé qui est devenu la presse à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il devenait difficile de distinguer le médecin et le charlatan. Comment le lecteur pouvait-il faire la différence ? Le charlatan ne profite plus de la crédulité du public populaire et rural, comme c'était le cas chez Tissot, dans les dénonciations de Tissot, mais il profite de la confusion consumériste du public urbain. Prenons le cas des remèdes contre le cancer. Quand même toujours utile de savoir guérir le cancer. Eh bien, Daniel Drox a récemment étudié justement ces remèdes.
ses publications. Eh bien, je prends juste un exemple, il y en a beaucoup dans son livre, mais en 1766, le journal de médecine annonçait que le docteur Johann Caspar Sulzer, premier médecin du duc de Saxe-Gotha, membre de l'Académie léopoldine, offrait, je cite, le présent le plus utile qu'on puisse faire à l'humanité, c'est-à-dire une préparation permettant de guérir les cancers ulcérés. Alors, la recette était simple, il suffisait de râper des carottes, c'est pas fini, d'en exprimer le suc, de faire chauffer le marc, puis de l'appliquer sur l'ulcère en cataplasme bien épais. Maintenant, c'est fini, vous êtes guéri. Alors, autant vous dire tout de suite que ce remède, malgré les titres de son inventeur, n'a pas eu beaucoup d'effet, mais on en trouve encore des échos jusqu'à la fin du siècle, lorsque le médecin Brideau, médecin militaire, président du Conseil de santé de La Rochelle, publie un traité sur la carotte dans lequel il vante les effets salutaires dans les maladies externes et internes. C'est le titre du livre. La presse médicale, vous le voyez, n'était pas extrêmement regardante. Et alors, a fortiori, la presse d'annonce, alors là, c'est porte ouverte, elle publie absolument tout et elle devient un terrain publicitaire idéal pour les vendeurs de remèdes. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais quand même, encore une dernière fois, notre ami Arnoux et ses sachets anti-apoplectiques, vous avez vu que je me suis pris de passion pour lui, eh bien, d'une part, un imprimé publicitaire, on en avait vu un la semaine dernière, on en voit un autre ici, et puis, surtout, Arnoux fait publier de nombreux articles dans les annonces, affiches et avis. Ça commence par de courtes annonces à la fin des années 1750 qui rappellent simplement son adresse et invitent à se méfier des contrefaçons. Puis, il publie régulièrement dans les années 1760 des témoignages en faveur de ces sachets. Par exemple, ici, sur la page de droite, c'est dans le supplément de septembre 1763, c'est la partie en bas. Alors, je vous ai mis qu'un extrait, ça fait 4 pages, et c'est 4 pages de liste de recommandations favorables pour dire à quel point tous des gens qui disent que ces sachets sont formidables et leur ont permis d'éviter les crises d'apoplexie. En 1769, il fait réunir ces nombreux certificats dans un volume qu'il fait imprimer, ce qui lui permet d'obtenir de nouveaux articles dans la presse de province, par exemple dans le Courrier de l'Orléanais, dans le Journal de Toulouse et de Haut-Languedoc, etc. Encore, Arnoux, lui, peut se réclamer, du moins à cette période, du privilège royal, à un moment où le contrôle médical est relâché. Mais dans les années 1780, alors que la Société royale de médecine cherche à lutter contre la distribution des remèdes secrets, eh bien, ces publicités non seulement ne faiblissent pas, mais bien au contraire, elles sont de plus en plus nombreuses. Et dans la correspondance entre la Société royale de médecine et le lieutenant de police Lenoir, c'est un point qui revient en permanence. En 1783, Vicq d'Azir se plaint que, je cite, « les journalistes annoncent des remèdes qui ont été rejetés ». Il serait donc important que le ministre envoyât un exemplaire de l'arrêt aux éditeurs des journaux et gazettes avec ordre de se conformer exactement à cet article. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement qu'ils ont du mal à faire savoir les décisions qu'ils ont prises, c'est que les journalistes, les journaux continuent à publier des annonces pour des remèdes que la Société royale a jugés dangereux. 2 ans plus tard, la Société demande à Lenoir de donner des ordres pour que dorénavant aucun journal n'imprime des observations relatives à la médecine sans qu'auparavant cela ait été communiqué à la Société, et il semble que cette demande n'ait eu aucun effet. Du coup, la Société royale de médecine tente de réagir, eh bien, comment ? Par le même moyen, grâce à la Gazette de santé, un journal médical qui, dans les années 1780, devient presque le journal officieux de la Société royale de médecine. À partir de 1785, il est dirigé par Philippe Pinel, qui deviendra célèbre quelques années plus tard par son traitement humaniste des aliénés. Et la Gazette de santé ne cesse d'attirer l'attention sur l'activité et le danger des charlatans. Elle devient le relais principal de ce discours. Par exemple, dès 1780, un long article qui affirme que d'après un calcul que l'on croit exact, le nombre de charlatans de toute espèce pour la guérison des maladies qui se sont succédés dans la capitale depuis 10 ans et qui sont parfaitement connus, c'est-à-dire oubliés, a été porté à plus de 8000. Je ne sais pas comment le calcul est fait, ça ne correspond pas du tout, c'est très exagéré, mais enfin, on voit ce discours, et 5 ans plus tard,
Dans un des nombreux portraits de vendeurs ambulants rassemblant la multitude pour vendre ses poudres, on trouve, donc toujours dans la Gazette de santé, cette formule que n'aurait pas renié le docteur Tissot, je cite, « On croit acheter la vie, on achète la mort ». Alors il faut que je m'arrête, il faudra revenir plus longuement sur cette question essentielle de la presse généraliste et presse spécialisée. Il faudra surtout distinguer plus nettement deux dynamiques contradictoires au cœur de cette expansion publicitaire. D'une part, l'effort pour publier de nouvelles recettes et de nouveaux procédés. D'autre part, l'annonce commerciale de remèdes secrets. Ces deux mouvements qui ne se recoupent pas, ni sur un plan légal, ni sur un plan épistémologique, mais ils jouent en fait sur des attentes différentes du public et sur des fonctions différentes du secret. Gardons cette idée en tête, on y reviendra. Pour le moment, ce que je voudrais signaler en conclusion, c'est que progressivement, on l'a vu, au cours du XVIIIe siècle, le charlatanisme cesse d'être essentiellement ou exclusivement une performance de l'oralité pour investir le champ de la communication imprimée et des lumières médiatiques. Et ceci a des conséquences considérables car la frontière devient plus floue, charlatans et médecins utilisant les mêmes médias. Il ne s'agit plus de différence sociale et statutaire entre le médecin régent de la faculté et le charlatan itinérant, mais de deux médecins qui font la promotion de leurs découvertes dans les mêmes journaux. La publicité, au sens de l'espace public, brouille les différences, rapproche les charlatans des médecins, rend possible la confusion. L'accusation ne portera plus seulement sur les faux médecins, ceux qui exercent sans autorisation, mais aussi sur les vrais médecins, dès lors qu'ils sont soupçonnés de trop rechercher la célébrité ou d'avoir un recours abusif à la publicité. Ou encore, comme nous venons de le voir avec les cataplasmes de carottes du docteur Sulzer, de médecins qui proposent toutes sortes de remèdes plus ou moins farfelus pour traiter des maladies face auxquelles la médecine du temps est impuissante et qui le font dans la presse, parés de leurs titres prestigieux pour en imposer au public. Dans les prochaines séances, nous allons retrouver cette question de la publicité, mais sous un angle différent. J'inverserai le regard. Attention, je vous rappelle que ce n'est pas la semaine prochaine, car la semaine prochaine, je ferai relâche, et donc la séance aura lieu le 3 mars. Nous nous retrouverons. Merci beaucoup.